parce qu'on va en parler. Alors, normalement, ça y est, on est en direct sur Instagram. Et donc, ce soir, nous avons Anne Besson et Anne-Isabelle François qui viennent nous parler du Moyen-Âge, du dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire et surtout de la place des femmes dans le Moyen-Âge imaginaire. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Je vais d'abord vous présenter le dictionnaire et puis après on enchaînera sur notre thème de ce soir. Alors l'idée de ce dictionnaire donc, qui s'appelle Moyen-Âge imaginaire mais qui est sous-titré Le médiévalisme hier et aujourd'hui, donc c'est de faire un point nécessaire sur les travaux existants jusqu'ici, très nombreux mais très dispersés, sur donc, cette notion de médiévalisme ou Moyen-Âge imaginaire. Le médiévalisme, c'est donc tout ce qui concerne la réception et la recréation, donc à la fois érudite et créative, artistique, d'un Moyen-Âge post-médiéval. Voilà. Dès lors qu'on commence à être après le Moyen-Âge, on commence à imaginer le Moyen-Âge, à le rêver, à le cauchemarder. Et c'est l'ensemble de nos représentations collectives du Moyen-Âge qu'on appelle médiévalisme. Les travaux sur ce thème-là se sont absolument multipliés ces dernières décennies, même si on peut les faire remonter bien en arrière, avec des noms comme ceux de Paul Zumthor pour penser le Moyen-Âge, de Umberto Eco, qui est un des plus importants, à la fois créateur et érudit de cette période. Il y a eu des étapes clés plus récentes, comme les travaux en France de Christian Amalvi, côté histoire, et Michel Galli, côté littérature. On essaie dans le dictionnaire d'équilibrer ces deux grandes disciplines universitaires que sont les lettres et l'histoire. Mais ils se sont vraiment, les travaux sur le médiévalisme, développés au XXIe siècle. Et d'ailleurs, on a créé l'association Modernité Médiévale, dont Anne-Isabelle est un des membres du bureau à mes côtés, en 2004, pour accompagner ce développement. Je l'ai cofondé avec Vincent Ferré en 2004. Et en fait, l'explosion des travaux sur le médiévalisme coïncide tout simplement avec l'explosion parallèle des fictions médiévalistes qui se sont multipliées à ce moment-là. Donc à partir du tournant, fin des années 90 et début 21e, le succès toujours renouvelé de Tolkien depuis ses premières adaptations par Peter Jackson, et puis on vient de parler de Rings of Power qui en est la dernière étape. Au même moment, Harry Potter qui, dans un autre style, propose aussi des échos du Moyen-Âge, d'un Moyen-Âge qui est relié à la magie, et qui est un des points d'opposition entre le monde des Moldus et le monde des magiciens. Et puis bien sûr il y a eu Game of Thrones, ou puis la série Viking, et donc à chaque fois ça attire l'attention médiatique sur diverses périodes du Moyen-Âge et diverses manières de s'approprier cet héritage médiéval, qui est à la fois donc historique, littéraire et artistique. Le genre de la fantasy, je trouve que nous sommes plus spécialistes, y prend une part de plus en plus frappante. Et ça, c'est une vraie nouveauté par rapport aux productions médiévalistes du XIXe siècle, puisque le médiévalisme, l'invention du Moyen-Âge, se développe surtout à partir du XIXe siècle, du romantique, en Allemagne, en Angleterre, en France. Mais c'est beaucoup à ce moment-là des fictions qui se veulent historiques. Voilà, c'est en tout cas l'ambition qu'elles se donnent, même si aujourd'hui on peut les regarder avec un peu de distance et juger que leur historicité est contestable. En tout cas, c'était ça leur objectif. Beaucoup moins aujourd'hui, alors ça continue, la fiction historique, mais c'est de plus en plus infusé par le merveilleux et ça se passe plus exactement de la même manière. Ce Moyen-Âge contemporain, il est également présent en poésie, au théâtre, dans la littérature blanche, dans l'art contemporain, et il a aussi beaucoup d'échos politiques. C'est une des choses qui ressort énormément du dictionnaire, c'est ces usages politiques du Moyen-Âge, parce qu'ils s'étendent vraiment sur tout le spectre politique possible, du progressisme à la réaction, de l'extrême gauche à l'extrême droite, de la contre-culture jusqu'aux manifestations identitaires. Le Moyen-Âge, en fait, est utilisé comme ça depuis, là encore,
l'avènement du médiévalisme, puisque ça se fait au moment de la construction des romans nationaux qu'élaborent les nations européennes au XIXe siècle. Et chacune des figures de ce Moyen-Âge politique, de Jeanne d'Arc dont on va reparler, mais jusqu'à Gengis Khan par exemple, a fait l'objet des réappropriations les plus diverses. On a beaucoup de surprises quand on s'intéresse de près à une figure particulière comme on le fait dans le dictionnaire. Moi j'ai appris plein de choses, hein, et je pense que ce sera votre cas, d'autant plus quand on va chercher ce qui est aussi un des partis pris du dictionnaire, ailleurs que dans l'Europe du Nord, qui voilà, est quand même le focus principal de notre vision du Moyen-Âge, Europe du Nord et États-Unis, hein, mais qui en hérite. Là, on va s'intéresser à ce que l'Afrique peut avoir inventé comme Moyen-Âge, à ce que l'Inde, à ce que la Turquie, à ce que la Chine, à ce que le Japon peuvent voilà, avoir pensé comme Moyen-Âge, sachant que souvent la catégorie de Moyen-Âge qui a été forgée pour l'histoire occidentale ne s'y applique pas tout à fait, ne s'applique pas aux mêmes périodes, ne s'applique pas voilà, aux mêmes connotations, etc. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Donc les continuités et les évolutions de nos représentations collectives du Moyen-Âge, hein, c'est ça qu'on a voulu travailler dans ce dictionnaire. Il a fallu qu'on se mette à 72 pour ça, hein, parce que c'est vraiment très riche, ça oblige à couvrir justement des champs d'expertise universitaire qui sont extrêmement diversifiés. C'était vraiment le défi, et c'est tout l'intérêt de ce travail, c'est de permettre justement d'avoir une référence, une somme qui permet voilà, d'avoir en un seul endroit des références qui étaient jusqu'alors extrêmement nombreuses, mais extrêmement diffuses, extrêmement dispersées. Et dans ce dictionnaire, eh ben, les femmes, il y a des femmes, les femmes tiennent une vraie place, on y a veillé. Alors, à la fois, on a très peu d'auteurs et d'autrices, hein, on en a 5 ou 6 en tout. On a voulu, parce que sinon, voilà, on ne pouvait pas s'arrêter, on va se dire pourquoi il n'y a pas un tel ou pourquoi il n'y a pas un tel. Alors, donc on a vraiment limité au maximum les noms d'auteurs pour ne retenir que les absolument incontournables. Jean Martin n'y est pas, hein, voilà, il y a Tolkien, il y a Umberto Eco, il y a William Morris, Victor Hugo, et Marion Zimmer Bradley. Voilà, on a voulu garder une autrice, alors toute contestable qu'elle soit à titre personnel. Marion Zimmer Bradley représente vraiment une étape dans l'instauration d'un certain féminisme, alors très daté, hein, aujourd'hui, très essentialiste, qui relie l'image de la femme à la magie, à la nature, au cycle des saisons, à un néopaganisme de la grande déesse qui est en train de disparaître tandis que le christianisme s'impose en Angleterre. Hein. C'est ça que racontent les Dames du Lac et les Brumes d'Avalon, sa réécriture au féminin de la légende arthurienne. C'est une œuvre qui a eu un impact, hein, une influence vraiment très importante dans la manière dont on a pu penser le rôle des femmes dans le Moyen-Âge imaginaire et dans la fantaisie en particulier, dans les décennies qui ont suivi. Et c'est toujours souvent une étape dans la construction féministe de jeunes lectrices, hein, qui tombent là-dessus et qui se disent c'est l'entrée, c'est formidable. Voilà, ça continue à être un vrai point d'entrée. Donc une autrice, pas mal de figures historiques. Ça c'est un autre des ensembles de notices qu'on a choisi. Alors ça peut être Saladin ou Gengis Khan qu'est-ce que je trouve d'autre, Héloïse. Pas Héloïse, ouais, justement. Donc comme femme, Héloïse. Donc, de Abélard et Héloïse, donc une érudite, une religieuse, une femme passionnée. Hildegarde de Bingen. Une érudite.
une érudite, une abbesse, hein, voilà, là encore, donc on a un lien, la femme, la religion, donc une abbesse rhénane, un mystique du XIIIe siècle, qui a écrit ses visions, qui a été une musicienne également, et qui est aujourd'hui beaucoup célébrée en tant que la première naturopathe, en fait, hein, puisque c'était une herboriste qui a écrit voilà, sur le pouvoir des plantes, et que, hein, vous voyez, Marion Zimmer-Bradley, la femme, les plantes, la nature et le soin, etc. Et maintenant, donc Hildegard de Bingen, ils lui sont consacrés énormément de livres de développement personnel, mais aussi il y a une marque de tisane allemande qui s'appelle comme ça. Donc voilà, elle est vraiment aujourd'hui une icône exploitée comme ça, comme cette pionnière. Une femme qui déjà à l'époque avait senti le besoin de ce rapprochement à des puissances bienfaisantes de la nature et de la féminité. Ise. Ah, Ise, d'accord. Ouais, oh bon. Oh bah, non, mais très bien, Ise. Non, parce que Ise, on était dans les figures historiques. Christine de Pisan, elle était historique aussi. Oui, tout à fait. Christine de Pisan, donc autrice, poétesse, passionnée, très féministe aussi, hein, puisque sa Cité des Dames est une réponse. 14e, Christine de Pisan, est une espèce de florilège, de contre-exemple à des clichés misogynes de son époque. Alors après, Christine de Pisan n'a pas du tout été toujours reconnue en tant que cette pionnière féministe qu'elle est pour nous aujourd'hui. Au XIXe siècle, où on y reviendra, l'image de la femme est censée être rentrée dans des canons beaucoup plus traditionnalistes. Le florilège qui est édité de Christine de Pisan n'en retient que certains extraits et donne au contraire de sa pensée une image extrêmement réactionnaire, voilà, qui présente des valeurs féminines conformes aux canons, aux normes de l'époque. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on retrouve assez systématiquement. Et puis, on n'a pas parlé, mais on avait pensé à Marie de France, l'autre grande autrice du Moyen-Âge, Aliénor d'Aquitaine, donc des femmes puissantes, des femmes érudites et des femmes passionnées, des femmes créatrices. Il y en a au Moyen-Âge, et il y en a dans notre mémoire culturelle du Moyen-Âge. Elles n'ont pas disparu en fait, hein. Elles ont peut-être été un peu invisibilisées par rapport à un certain nombre d'autres figures. Elles sont évidemment minoritaires, mais elles n'ont pas complètement disparu de notre image du Moyen-Âge imaginaire. Et puis on a aussi dans le dictionnaire donc toutes ces femmes de fiction, Morgane, Mélusine, Ise. Est-ce qu'on a mis Guenièvre finalement? Je sais qu'on a beaucoup hésité. C'est ça, parce qu'on voulait mettre les deux, hein, Guenièvre et les sorcières. Ouais. Et entre histoire et fiction, la femme du Moyen Âge, s'il fallait en citer qu'une, qui est Jeanne d'Arc. Voilà, c'est ça. Jeanne d'Arc, donc, alors qui coche pas la case érudition créatrice, mais qui, femme puissante et illuminée par sa foi, on y est. Donc je te laisse. Elle est Lorraine, alors c'est la. Voilà. Alors moi, du coup, je me sens un peu investie. C'est la régionale de l'État. Pas que ça donne forcément une érudition particulière, mais c'est aussi le fait d'avoir grandi avec Jeanne d'Arc, alors particulièrement en Lorraine, mais pas seulement en Lorraine, rien qu'à Paris, je veux dire, juste à côté, là, il y a une des statues, mais il y en a quand même un certain nombre. Et Jeanne d'Arc, effectivement, alors qui ne cesse de produire d'inspirer de la fiction. Donc je voulais juste mentionner, parce qu'il vient de sortir en fait le roman de Guillaume Lebrun
qui s'appelle Fantaisie guerrière et qui est de nouveau, voilà, alors il est là, formidable, donc qui est qui revisite, hein, bien sûr, de manière imaginaire l'histoire de Jeanne d'Arc. Montrons ça à la caméra. Voilà, la caméra voit les guerrières. Et en fait, ce qui est assez particulier donc, dans la version de Guillaume Lebrun, c'est qu'il imagine qu'en fait, il n'y avait pas qu'une Jeanne d'Arc, mais il y avait une cohorte de jeunes Jeannes avant qu'il y en ait une, effectivement, qui soit véritablement élue et donc qui sont formées. Donc c'est vraiment de l'entre-soi féminin par une personne plus âgée qui veut révéler la prophétesse qui sera celle effectivement qui libérera comme il se doit. Voilà, c'est absolument Buffy. Et donc il y a un programme d'entraînement donc avec des collations des bourguignons, enfin vous voyez, donc c'est à la fois physique et intellectuel. Et donc toutes les techniques pour éviter le bûcher. Alors bon, il se trouve que dans le cas de Jeanne d'Arc, ça n'a pas trop marché, mais le fait que voilà, ce soit de nouveau cette figure-là, et en plus ce qu'il fait, ce qui est assez, moi je trouve assez réussi dans ce roman, pas que je veuille particulièrement faire la promotion de celui-ci, mais comme c'est un des derniers, c'était pour le mentionner. C'est qu'il invente une langue en fait. Donc, comme ça se passe en France au XVe siècle, elle parle et en partie c'est écrit effectivement dans une langue qui va mélanger de l'ancien français, du latin et de l'anglais. Et donc ça donne quelque chose de très inventif. Pour ensuite voilà, dire aussi cette réalité, alors qui est une réalité complètement fantasmée, hein, on est bien d'accord, de cette Jeanne-là, mais voilà, donc encore une fois, ça s'intitule explicitement Fantaisie guerrière, et qui est un peu juste le dernier avatar de voilà, cette tradition. Alors, on va en gros la faire commencer au 19e siècle, parce que les œuvres les plus éminentes elles arrivent vraiment à ce moment-là, mais que ce soit La Pucelle d'Orléans de Sheila et Sainte-Jeanne des Abattoirs de Brecht, et la version féministe d'Hélène Cixous, hein, voilà, de Rouen, la 30e nuit de mai 31, plus tous les films, hein, je veux dire, la coupe Jeanne d'Arc, voilà, elle est quand même aussi liée au film, donc où on voit bien jusque, évidemment, tous les avatars, après, qui ne s'appellent pas officiellement Jeanne d'Arc, mais pour revenir à Game of Thrones, Brienne de Torte, qui est parfois surnommée la Pucelle de, voilà, bon, alors physiquement, peut-être moins proche de la Jeanne historique, mais néanmoins, et sans même parler, évidemment, de tout ce qui se passe à Orléans tous les ans, hein, où donc il y a une jeune fille de la ville qui est élue pour participer au défilé, et donc aussi toutes les polémiques que ça continue à générer, donc notamment la première fois où c'est une Jeanne non blanche et non chrétienne, enfin une jeune fille non blanche et non chrétienne qui a été choisie pour être Jeanne d'Arc. Où on voit, c'était la descendante au contraire d'une famille. Oui, alors non, voilà, ils ont rétabli, mais tout le contexte qu'il y a derrière aussi enfin ça fait assez longtemps qu'ils alternent en fait entre école publique et école privée aussi. Enfin bon, on voit bien qu'il y a tout ce discours là derrière, donc qui est au centre effectivement de l'histoire de Jeanne d'Arc, au cas où je peux faire circuler ou oui, bon, comme ça les gens voilà, comme ça les gens éventuellement peuvent acheter ensuite. Voilà. C'est le bras. Encore une fois, c'est plutôt pour soutenir la librairie qui nous accueille, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles aussi Jeanne d'Arc, bon, outre que évidemment c'est sa jeunesse et son destin exceptionnel et tout le parcours aussi politique qui a été le sien, qui fait que ça a été une figure aussi importante, c'est d'une part qu'on dispose de sa parole dans les textes historiques, hein, puisque au moment du procès, et que, alors, quand même, a priori, c'est en partie
partie ce qu'elle a dit, ou ce qu'on a transcrit comme ayant ce qu'elle a dit, mais qui en partie est très différent aussi d'un certain nombre d'images assez stéréotypées forcément qu'on peut avoir d'elle. Et que le cas de Jeanne d'Arc, effectivement, il pose aussi une des questions qui est celle qui revient constamment dans en ce qui concerne donc la question des femmes au Moyen-Âge, c'est effectivement la question de savoir de ce qu'elles pouvaient faire, de ce qu'on pensait de ce qu'elles pouvaient faire, et donc de ce qu'elles pouvaient dire aussi. Et que, voilà, un des enjeux, et ce qui ressort aussi des multiples entrées de ce Moyen-Âge, donc moi je suis beaucoup moins centrale dans cette conception, puisque j'ai juste en charge une notice qui n'est pas a priori sur des femmes, puisque c'est sur le diable, même si, bon, voilà, ça peut assez rapidement quand même amener effectivement à des questions de femmes. C'est aussi de se dire, voilà, est-ce que on arrive à sortir de représentations qui sont de fait en partie assez stéréotypées, hein, donc notamment dans les versions du Moyen-Âge, donc à commencer par Ivanhoé, si on doit avoir une date d'entrée, et où on va en permanence effectivement alterner entre soit des visions de domination absolue, hein, de passivité, du fait des normes sociales telles qu'on les projette ou telles qu'on les imagine, donc du fait de la religion, du fait du cadre familial, du fait de la dépendance économique, enfin tous ces éléments-là, ou au contraire effectivement ces figures totalement exceptionnelles, hein, que sont les reines, que sont alors toutes les formes d'empuissancement, que ce soit en bien et en mal, donc de la sorcière, de la fée, de la magicienne, voilà, Mélusine, la fée des lilas dans Peau d'âne, enfin bon bref, on manque pas d'exemples, mais où en fait on continue en grande partie à être pris quand même dans ces deux pôles extrêmes là, hein, soit d'absolue passivité, soit effectivement de possibilité d'action, alors qu'on devienne combattante, qu'on soit reine, ou qu'on dirige un pays, etc., etc. Et que en partie, alors il y a des propositions pour proposer des panoramas plus nuancés, on va dire ça, et de fait le cas justement des notices, que ce soit Hildegard de Fombingen ou Christine de Pisan, ça donne déjà des choses plus nuancées que ça, hein. Mais aussi dans les exemples qui sont donnés, et où au fond en fait voilà, le regard que nous portons sur ce Moyen-Âge, c'est aussi toujours des moyens de poser des questions sur notre contemporain, hein, sur notre société. Bon voilà, j'apprends rien, mais le dernier duel de Ridley Scott par exemple, hein, donc qui a un film qui n'a pas nécessairement eu un grand succès, voilà, mais qui était de ce point de vue-là extrêmement intéressant, donc en fait qui rend compte d'une affaire de viol, hein, au XIVe siècle, donc de l'épouse d'un chevalier qui est évidemment parti faire des trucs de chevalerie, et au moment où il revient, elle dit avoir été violée, hein, par le meilleur ami, oui, slash écuyer, slash on ne sait pas très bien, relation complexe, voilà. Et où donc les hautes sphères du pouvoir disent que pour savoir si oui ou non ça a eu lieu, donc il faut qu'il y ait ce procès par combat. Là aussi, c'est clairement la question du viol, et il a été présenté explicitement comme un film post-#MeToo, hein, et au point d'ailleurs qu'il y a eu tout un souci porté sur le fait que la parole donc, de l'épouse dans le film devait être écrite par une scénariste, alors que effectivement les paroles d'hommes étaient écrites par une scénariste femme, pardon, je m'exprime mal, mais alors que les autres personnages hommes étaient écrits par des scénaristes masculins.
Mais de manière justement hein, à rendre compte de cette réalité et à mettre en avant, et en plus le fait que c'était basé effectivement sur un événement historique. Donc on est en partie dans la fantaisie, mais pas complètement, au sens où il n'y a pas ni de dragon, ni de magicien. C'est absolument le film basé. se voulait extrêmement historiquement fondé. Voilà, c'est le dernier duel de Ridley Scott, c'est complètement un des derniers avatars de cette fiction historique sur le Moyen-Âge qu'on reconnaît essentiellement à sa boue, sa neige, c'est ça, c'est tout ses couleurs. Voilà, soyons clairs. Voilà, il n'y a jamais de soleil. Voilà, dans la toute dernière scène. On a tout le temps froid, c'est toujours un hiver. C'est cette version-là. Mais je crois, a été vraiment un des derniers les plus marquants qui mettait en avant cette idée de rendre compte d'une réalité, alors avec une ambition historique, mais où en fait la question qui est posée de savoir qui elle pouvait être, ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle pouvait dire, c'est toujours d'une manière ou d'une autre cette question-là qui me semble qui est au centre hein, dans ces la condition des femmes au Moyen-Âge est essentiellement pensée en termes de ce qu'on appelle dans le jargon féministe contemporain, en termes d'agentivité et d'autorité, enfin, voilà, de prise de parole. Et c'est vrai que le dernier duel pose clairement pas une question médiévale, même si elle prétend s'appuyer sur, mais pose une question directement contemporaine de la culture du viol et de la manière dont on entend ou pas la parole des victimes. Et c'est très bien fait, puisque on a 3 versions des choses qui sont toutes proches et en même temps très différentes, au point que pour certains c'était trop subtil. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de regards de spectateurs qui disent mais quel est oui si c'est non. Donc, cela dit, comme quoi ça peut permettre aux gens de se rendre compte qu'ils ne voient pas. Oui, alors je reviens un peu en arrière sur Jeanne d'Arc, parce que elle a été aussi une des icônes par lesquelles est passée une autre image de la femme du Moyen-Âge, parce que donc tu as dit tout à fait, hein, on l'imagine a priori comme l'incarnation même de cette femme soumise, passive, dominée qu'on associe aux princesses dans leur château, aux trophées pour les chevaliers, etc. D'autant plus que c'est une bergère, c'est une fille du peuple. Hein, donc, et ça ressort donc effectivement des films des ouvrages historiques de Walter Scott, puis des adaptations qui ont pu en être faites dans les années 50, hein, des grands films hollywoodiens où effectivement les rôles féminins sont vraiment limités et peu actifs. Hein. Mais donc cette Jeanne d'Arc, alors dans toute dans toute son exceptionnalité, a aussi été un des angles par lequel est arrivée l'idée que, au contraire, le Moyen-Âge était une des périodes de liberté maximale des femmes, entre deux moments qui leur auraient été moins favorables, et en particulier avant une fermeture beaucoup plus importante qui arrive avec la Renaissance et surtout avec la modernité, et qui conduit au 19e à la limite, à ce que les femmes soient beaucoup plus dominées socialement et économiquement qu'elles ne l'ont quasiment jamais été, hein, avec le Code Napoléon en France. Et alors ça se discute complètement. C'est une piste historiographique qui a été proposée notamment en France par Régine Pernoud, donc une historienne, hein, la femme au temps des cathédrales. La femme au temps des cathédrales en 1980. Alors c'est la fin de carrière de Régine Pernoud, qui est surtout une grande vulgarisatrice, hein, qui est pas très qui est pas très légitime, hein, en tant qu'historienne, mais justement qui a porté très
très fort cette idée-là, que en fait, on n'avait pas conscience, notamment du rôle du christianisme dans l'émancipation des femmes, puisque Régine Pernoud se trouve aussi être une historienne très catholique, et que donc elle dit, oui, au Moyen-Âge, il y avait toutes ces abbesses, toutes ces religieuses, qui étaient complètement libérées du patriarcat, voilà, qui menaient leur vie, qui administraient des domaines souvent énormes, plus tous les cas de régence, de femmes assurant l'administration de leurs biens, etc. Et Régine Pernoud, c'est celle qui a permis la création du centre Jeanne d'Arc donc je ne sais pas où, à Orléans, j'imagine. À Orléans. C'est un peu logique, voilà, qui ensuite a été repris par Philippe Condamine. Donc voilà, c'est elle qui a vraiment été une des têtes de pont de la revalorisation de la figure de Jeanne d'Arc, de sa prise au sérieux historique du renouveau des travaux sur cette figure, et donc ça s'accompagne chez elle de cette image plus globale d'un Moyen-Âge lumineux et d'un Moyen-Âge émancipateur, qui est beaucoup moins l'idée qu'on se fait spontanément de cette période, mais qui, dans un autre sens, est aussi ce que retravaillent tous les néopaganismes, donc on est complètement à l'opposé idéologiquement de Régine Pernoud. Nous faisons un bond. Voilà. Régine Pernoud, elle a et elle-même a été vulgarisée. Ouais. Par notamment, donc c'est un film d'Uberviel qui s'appelle Les filles du Moyen-Âge. Les filles au Moyen-Âge. Voilà, les filles au Moyen-Âge. Et en fait, c'est alors c'est librement inspiré. C'est un film qui est sorti il y a 2-3 ans. Voilà, 2015. Ah oui, quand même. Et non, mais le Covid est passé par là, donc on a perdu la notion du temps. Et en fait, le point de départ, c'est assez malin, c'est-à-dire qu'en fait, ça se passe, c'est une banlieue pavillonnaire en Normandie, où il y a une gamine qui fête son anniversaire, voilà, bon. Et où elle a donc invité des amis filles et garçons, et en fait les 3 garçons restent à l'intérieur du pavillon pour jouer à un jeu médiéval, enfin un jeu vidéo médiévalisant, non alors que les 3 filles auraient plutôt envie, voilà, d'aller sortir pour faire des vrais jeux dehors, et elles sont surtout extrêmement dépitées et donc elles le disent explicitement que voilà, au Moyen-Âge, quand on était des filles, on ne pouvait rien faire. Et c'est là où intervient le grand-père qui va leur dire « Mais non, mes chéris, en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça. » Et c'est là où arrive la vulgarisation, effectivement, de Pernoud, qui elle-même déjà était dans la vulgarisation. Mais c'est vraiment là pour prendre explicitement ces contre-pieds et ces stéréotypes que quand on est une fille ou une princesse ou une paysanne au Moyen-Âge, on n'a aucun pouvoir et on ne peut rien faire. Et donc en fait le grand-père va sortir de la bibliothèque toute une série d'exemples, que ce soit des abbesses ou effectivement des écrivaines ou des médecins ou des herboristes, enfin bon, la variété des situations qu'on peut imaginer, pour montrer que en fait non, c'était d'une part pas si simple que ça, et que d'autre part peut-être en partie c'était moins contraint à ce moment-là que ça ne peut l'être parfois encore maintenant. Et c'est à ce moment-là, avec Régine Pernoud, elle écrit une série de livres aussi sur... elle lance ce grand trend de la biographie des femmes puissantes du Moyen-Âge. Donc elle a beaucoup travaillé sur Jeanne d'Arc, mais elle a aussi une Aliénor, elle a aussi... voilà, une Aliénor d'Aquitaine, qui est un autre grand personnage. Et cette tendance-là, biographie romancée, des grandes figures féminines médiévales, ça c'est quelque chose qui va beaucoup se retrouver dans la production française et internationale de romans historiques féminins. Avec Jeanne Bourrin, qui est l'héritière directe de Régine Pernoud, qui écrit La Chambre des Dames, Le Grand Feu, Très sage Héloïse, oui, parce que bien sûr Régine Pernoud avait fait une Héloïse, c'est les incontournables
des femmes médiévales. Donc Jeanne Bourrin dans les années 70-80. Et puis, c'est toujours quelque chose qui est très important. Anne de Bretagne, oui, tout à fait. toute la série. Ouais. Et on a encore aujourd'hui Mireille Calmel, hein, qui voilà, le lit d'Aliénor. Enfin, c'est plus à la frontière de la fantaisie, Mireille Calmel, mais il y a Philippa Grégory aussi, hein, qui, par exemple, avec The Cousins War sur les femmes d'Henri VIII. Voilà, on a c'est une tendance, hein, vraiment du roman historique par des femmes, pour des femmes, sur les femmes, autour de ces figures du Moyen-Âge. Hein, tout ça, voilà, contribue à cette idée que, oui, il y a quelque chose de particulier à explorer chez ces femmes médiévales, qu'elles ont quelque chose à nous dire, qu'elles sont plus directement que d'autres périodes oui, déjà modernes, et notamment hein, porteuses effectivement d'une liberté de la passion, d'un érotisme hein, qui leur est très souvent directement associé. Et qui va contraster d'une manière intéressante hein, Feu et glace avec le contexte religieux par exemple dans lequel elles vont se trouver dans le cas d'Héloïse et Abélard. C'est ces jeux de contraste là qui intéressent dans et en fait les quand on figures prend féminines. toutes les grandes histoires, que ce soit Robin des Bois ou évidemment Tristan et Iseult ou Guenièvre et globalement l'Arthurien qui est quand même un vaste domaine, etc., on est tous héritières de versions, en particulier au 19e siècle, qui sont extrêmement formatées et où elles sont toujours archi passives, voilà, que ce soit The Lady of Shalott, qui est sans doute un des cas extrêmes de Tennyson. Donc elle est amoureuse de Lancelot comme il se doit, elle n'a pas le droit de sortir de sa tour, et donc elle se meurt d'amour, et ensuite on la voit transportée morte sur une barque pour aller à Camelot. Enfin, c'est vraiment le comble hein, de cette passivité-là. Et souvent aussi lié à des jugements moraux, alors très clairement dans le cas de Guenièvre. Hein. Tennyson, c'est vraiment c'est une version extrêmement misogyne de la légende arthurienne. Mais en partie chez les pré-raphaélites aussi. Donc vraiment ces versions-là où c'est extrêmement normé idéologiquement, moralement, religieusement, et que en fait toutes ces histoires méritent d'être réécrites, voilà, en sortant de ce moule-là. Qui en partie reste un moule qui est très puissant, hein, et de dire que Guenièvre, certes adultérine, mais que ça ne mérite peut-être pas intégralement un tel jugement négatif que la tradition a pu le transmettre, et ça va évidemment de pair avec toute la revalorisation, que ce soit des sorcières, des fées, des magiciennes, qui en partie pouvaient être aussi assez négativement connotées. Oui, effectivement, on a sur en particulier la deuxième moitié du XXe siècle, hein, et aujourd'hui bien entendu, ce mouvement de plus en plus net de réécriture, interrogeant ou subvertissant de plus en plus nettement les récits hérités, jusqu'à effectivement un renversement complet dans un certain nombre de cas, hein, comme celui de Morgane, hein, voilà, une espèce de... On peut prendre cet exemple-là. Voilà. Ouais. Les Morgane, très bien. Après tu fais les Valkyries. On va faire les Valkyries. Oui, si, on va faire les Valkyries parce que c'est un autre angle. Mais enfin, Morgane, alors comme les Valkyries, non pas tout à fait. Donc, bon, si, on va faire sorcière guerrière, d'accord? Ok, faisons les sorcières guerrières, c'est un peu pareil. Sorcière guerrière, alors non, parce que c'est les deux nouveaux archétypes de la femme du Moyen-Âge imaginaire. Au point qu'ils se figent
à leur tour, hein, voilà, et tendent à une coalescence elle-même normée, voilà, qu'il va falloir, qu'il faut à son tour un peu casser, puisque donc on se retrouve effectivement aujourd'hui avec deux grands archétypes de la femme pensée comme médiévale dans ses sources, mais essentiellement réimaginée par la fantaisie contemporaine. Donc je fais la sorcière. Je fais de Valkyrie, ok. Donc Morgane, par exemple, donc une figure qui est déjà complexe, hein, dans ses apparitions dans la littérature arthurienne, qui, rappelons-le, n'a rien de monolithique, mais alors absolument rien, hein, puisqu'elle se déploie déjà sur plusieurs siècles, et donc elle a le temps elle-même de se métamorphoser d'une manière très considérable. Et disons que Morgane termine sa trajectoire médiévale en étant très négative. Elle est très très méchante. Dans le meurtre d'Arthur de Malory, hein, c'est la principale antagoniste. Elle complote contre son demi-frère, elle passe son temps à le manipuler, et à voilà, faire en sorte qu'il aille vers sa fin. Et ce personnage va connaître au fil c'est toujours difficile de dire à quel moment on fait commencer le mouvement, mais bon, global, il y a un vrai retournement fin des années 60, début des années 70, donc on va garder avec les vagues féministes, voilà, ça coïncide avec les vagues féministes et l'apparition de la fantaisie et la contre-culture, etc. Donc voilà, on va dater ça de là. Elle va commettre une réhabilitation spectaculaire sur fond donc de premiers mouvements écologistes hippies, d'apparition des néopaganismes, des premiers coven, hein, des premières sorcières, Starhawk, etc. La Wicca, ouais, la Wicca, ouais, tout à fait. Et donc, elle va être une de ces figures justement de femmes savantes. Qui auraient été diabolisées par le christianisme, le patriarcat, et qui auraient été assignées à des rôles ainsi négatifs par une forme de réécriture indue de l'histoire. Et il s'agit de revenir à quelque chose qui serait plus véridique, alors qui est un autre fantasme, hein, en contraste, et voilà, qui va aboutir à faire de la sorcière la représentation de la puissance invaincue des femmes, hein, qui voilà, était restée cachée et d'ailleurs tellement puissante qu'il a fallu les diaboliser. Exactement, de conquérir le monde et qu'il fallait les brûler et tout ça. Oui. Voilà, donc ça c'est bon, la sorcière, ça fait déjà un moment qu'elle domine la fantaisie, et que elle domine la fantaisie, elle domine aussi les reconstitutions, les jeux de rôle, etc. Enfin, c'est-à-dire quand il y a des filles, elles vont avoir tendance à aller spontanément vers ce type de rôle qui va en fait les associer à des valeurs qui sont du care, qui sont du soin, qui sont assez vite du domestique, hein, parce que quand on fait des potions, voilà, on reste sous la tente et avec la marmite. C'est ça. Et donc qui voilà, ne sont pas forcément si empouvoirantes que ça. Et voilà, qui en tout cas, la sorcière est toujours très mode, très forte, etc. Avec les mouvements witches, etc. Mais c'est pas exactement c'est plus la même sorcière. C'est une sorcière qui est moins essentialiste, qui est moins naturelle, lunaire, mystique, et plus trash, plus punk, plus engagé aussi. Le dernier avatar de la sorcière, et donc qui s'éloigne un petit peu de la vision médiévale. On fait les et les guerrières. Alors, elles sont moins marquées cuisine. Mais en fait, le mouvement en général, il n'est pas si différent que ça. Voilà, c'est-à-dire que je dis Valkyrie, alors c'est vraiment le terme chapeau le plus large qui soit, hein, donc
Mais en gros, équivalent médiéval des Amazones, hein, mais ça marche aussi bien pour les Amazones ou pour les Vikings. Donc, ou pareil, donc d'une représentation, alors prenons Wagner, bon voilà, où c'est de la même façon extrêmement négatif parce que figure beaucoup trop inquiétante pour qu'elle puisse être et dotée de trop de pouvoir, hein, pour qu'elle puisse être investie de manière positive. Pareil, on a ce renversement qui fait qu'elles deviennent des figures d'identification parce que pouvant elles aussi être des guerrières et donc jusqu'à l'hypervisibilité actuelle, hein, de ces guerrières, alors on va dire germaniques là aussi au sens large, donc que ce soit chez Marvel ou dans la série des Vikings, etc. Mais et des femmes, voilà. Les fameuses guerrières au bouclier, c'est ça, voilà, toute cette série là, et puis avec aussi en mondiale. essayant d'intégrer des variantes plus exotiques, type venant d'Orient en particulier, donc voilà, que ce soit de Chine ou du Japon, où en fait on dit mais regardez, il y avait déjà des femmes samouraïs qui étaient... bon, bref. Et donc en créant aussi des espèces d'amalgames un peu étranges où voilà, culturellement c'est plus très situable, mais où on constitue effectivement cet archétype-là. Et cette sororité internationale de la femme ça. guerrière. Mais où c'est parfois assez ambigu aussi. Alors je ne vais pas revenir au cas de Brienne de Tarso, mais quand même qui est une des versions où il y a quand même aussi possiblement parfois toujours des relents assez misogynes sur le mode elles sont virilisées donc elles sont un peu homasses, ou voilà, enfin tout le fait d'investir, c'est soit de les désexualiser parce qu'elles sont forcément laides, ou au contraire de les sursexualiser, mais ce qui est bon la même chose. Et où pareil, on est en train de figer en fait quelque chose dans une figure, alors on est d'accord, hein, autant du fantasme, et où la question de l'empuissancement que représente, hein, ou que performent par excellence ces figures-là, en fait, quand on se met à creuser, c'est souvent en fait plus ambigu que ça, et donc c'est la raison aussi pour laquelle il y a un certain nombre de mouvements ou de discours féministes qui justement remettent très radicalement en question, hein, le propos féministe d'un certain nombre de ces productions culturelles, souvent à large diffusion, en disant que c'est quand même pas si clair que ça, et que si on se met à gratter un peu, on retrouve des anciens stéréotypes beaucoup plus sexistes, beaucoup plus misogynes, très essentialisés aussi. Et que, alors ça c'est de toute façon un débat qui ressurgit constamment, hein, le caractère ou non féministe de ces œuvres, et à supposer qu'il y ait une définition simple du féminisme, il est certain que ce n'est pas le cas. Mais où on voit bien que c'est central tout simplement parce que maintenant c'est quand même rare les œuvres qui ne vont pas explicitement être conscients du fait qu'il faut poser la question et avoir des personnages féminins et des formes de diversité, etc. Et donc de programmer en fait le fait qu'il va y avoir des discussions sur la teneur, on va dire, politique, hein, de ces œuvres, et éventuellement aussi en ayant des stratégies qui permettent à la fois de correspondre aux attentes de publics plus conservateurs comme de publics plus progressistes, pour rester dans des grandes démarcations. Oui, tout à fait. Ils réussissent à avoir un éventail d'interprétations qui permettent de ne s'aliéner aucun public. Et Guenièvre dans Merlin, comme la Valkyrie des derniers Thor, sont aussi incarnées par des femmes noires. Voilà, c'est tant qu'à faire. Voilà, ça permet de faire d'une pierre deux coups. On s'arrête. Tout à fait. Si, oui, non, c'est parfait. Bon, on ne s'arrête pas en fait, on demande au public s'il y a des questions. Ouais. Ou, oui, monsieur, je voulais. Oui, j'ai regardé, et sur le béguinage,
sur les femmes dans les béguinages. Oui, Il n'y a rien. bah non. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que, est-ce que quelqu'un dans cette salle sait ce que c'est que le béguinage? Donc nous avons ici Aurélie, vas-y, une médiéviste, voilà. Ah non, même pas en plus. Non, une antiquisante. Oui, Une historienne, quoi. historienne. Bah, c'est le fait d'être dans un milieu de femmes en fait et alors je sais pas si c'est contractualisé ou Donc, pas, ça je me souviens pas, mais ça, ce que je veux prouver par là, c'est que ça n'est pas un élément retenu par la mémoire culturelle. Et c'est là-dessus que nous travaillons. Nous travaillons sur les images collectives partagées Mais du il Moyen-Âge. n'y a rien eu sur le béguinage. Ben, moi, je serais Eh bien bien, en peine de trouver un exemple. Ah bah, je pose la question, d'œuvre, ouais. Bah ouais, et justement. Sachant qu'il y a eu des béguinages pour hommes. Donc... Oui, mais ça ne sauve rien. Non, mais ça veut dire que... il y Non, mais aurait- alors je dis pas que c'est pas une idée intéressante dans le cadre de Il y aura réfléchissons plein aux de questions choses, de voilà, féminisme sur- et de féminité au Moyen-Âge. En revanche, si ça n'est pas dans le dictionnaire, c'est parce que ça n'a pas fait l'objet d'une réflexion moderne et contemporaine. C'est-à-dire, c'est pas un élément. Il y a plein de Ils trucs sont du pas Moyen-Âge. saisis. Alors, il va y avoir plein Il y a- de variantes des béguinages, donc d'entre-soi, alors que ce soit masculin ou féminin, depuis les Templiers jusqu'au couvent, ou enfin bon, bref, il y a plein de versions différentes, mais le terme en tant que tel, Mais même en fait plus largement, La notion. non, mais la communauté religieuse, qui est pourtant un phénomène économique Pas- et, pas so- simple. et social et économique massif du Moyen-Âge, est vraiment peu présent dans les fictions médiévalistes. C'est très frappant. À quel point c'est rare. Il y a quelques contre-exemples comme. et puis ça va être des épisodes souvent. mais, Oui, même oui, pas. oui. Bon, à part Umberto Eco, le mot de la rose. Voilà, il y a un gros contre-exemple, mais le fait qu'une part si importante de la population et de l'économie du Moyen-Âge tournait autour de ces communautés religieuses, voilà, des couvents, des abbayes, etc., c'est vraiment pas quelque chose qui a retenu, a intéressé les créateurs de fiction, sans doute faute d'enjeux narratifs suffisamment évidents. Bon, alors que évidemment on peut en trouver. La preuve, Complot, le nom de la rose, d'accord. complot au couvent. Tu vois, il y a des, Non, non, il y a des il y avait choses, aussi moyen mais, d'en faire un haut lieu de fantasme. Bah Enfin, oui, je veux oui. dire, on est bien d'accord. Mm. Mais il y a un passage de Sacré Graal où effectivement les chevaliers sont avec voilà, ces jeunes filles, mais ça dure pas longtemps, c'est juste un mini épisode. Mais alors pour le coup, le fantasme sur la religieuse ou les couvents, etc., c'est plus d'un livre. Ouais, tout à fait. C'est Enfin, pas- c'est pas médiéval. c'est pas médiéval. Ça se situe pas au Moyen-Âge. Donc, effectivement, alors c'est toujours très intéressant de réfléchir aussi sur ce qu'on n'a pas retenu du Moyen-Âge et essayer de comprendre pourquoi. On est allé au rendez-vous de bois parler de la mer, qui n'est pas dans le La dictionnaire. mère, maman ou Non, la mer, au MER, cerf. parce que c'était le thème des rendez-vous de bois, la mer dans le Moyen-Âge imaginaire, donc il n'y en a pas. Il y en a très très peu. Pourquoi? Alors que c'est pareil, bon, les gens ils voyageaient sur mer, c'est parce qu'on les associe aux grandes découvertes, donc après, voilà, la fin du Moyen-Âge typiquement, ou avant. À l'Antiquité, voilà, leur mère, tout ça. oui, exactement. Et donc c'est un avant et un après, et donc c'est quelque chose qui n'est pas, qui est un angle mort du médiévalisme. Parce qu'il faut que Avec ça les travaille Vikings un peu. sur des contrastes. Ouais. Voilà, avec les Vikings un peu. Ouais. Mais sinon, Oui, c'est revenu récemment, c'est arrivé récemment. Ouais, tout à fait. grand consommateur de bateaux. Vous aviez parlé du fait que le Moyen-Âge était vu un peu comme une époque plus obscurantiste qu'elle ne l'était. Et justement, j'avais eu, je crois, une enseignante qui nous avait parlé du fait qu'au Moyen-Âge, il y avait une forme un petit peu de fluidité du genre. Et je voulais savoir si c'était correct ou si c'était un peu. Et si ça se ressentait dans les fictions ou pas. Je sais pas si j'ai été claire. La non-binarité au Moyen-Âge, c'est ça? Un peu, oui. Enfin,
Ouais. Alors, c'est compliqué de dire ce qui est correct ou ce qui n'est pas correct, parce que ça lié aux sources, évidemment, dont on dispose, et que toutes les sources, elles donnent lieu à interprétation. Oui. Non, alors il y a un grand roman médiéval qui s'appelle l'aventure de Silence, le chevalier Silence, alors qui n'est pas très connu, hein, mais qui a été réécrit récemment qui a été adapté par Fabien Clavel, donc un auteur d'imaginaire pour la jeunesse français qui est très chouette, et donc qui a fait une version de Silence. Et Silence, c'est une jeune femme travestie ou transgenre. Voilà, c'est une fille qui se déguise en garçon et qui le devient plus ou moins pendant une grande part de l'aventure, même si elle revient à son identité assignée de départ à la fin. Donc on a un roman comme ça Alors du les travestissements, on va en trouver, la papesse Jeanne, tout ça, ouais, on c'est est ça. quand même dans ces choses-là, et puis après peut-être du côté des créatures plus imaginaires, type globalement plus fluides, fées, etc. Mais pas tellement, non. Mais même pas tant que ça. Hein. Non, c'est plutôt justement, il y a beaucoup d'histoires de travestissement, beaucoup de femmes habillées en hommes. Plutôt souvent dans ce sens-là. Ouais. Donc, qui vont se retrouver jusqu'à Éowyn. Hein. Enfin voilà, de Jeanne d'Arc à Éowyn, on a une vraie continuité de ce type de représentation, Bradamante, hein, bien sûr. Mais fluidité de genre, vraiment, pas à ma connaissance. Ceci dit, hein, je suis pas, voilà, on est toutes les deux des littéraires, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'historienne parmi nous, puis c'est un point vraiment précis des connaissances historiques. Voilà, donc je sais pas si... Alors après, à voir si c'est pas via le fait qu'il y ait des choses comme des vœux de chasteté, donc ce que ça peut impliquer, que par ce biais-là, ça puisse être retravaillé éventuellement, même dans quelques grandes figures qui délibérément se mettraient à l'écart de la sexualité, et donc de ce point de vue-là pourraient être interprétés comme à l'écart d'une bicatégorisation imposée et totalement normative. Mais bon, oui, c'est une des interprétations féministes de Jeanne d'Arc. Interprétations. Voilà. Je vais retrouver. Non, pas tant que ça. Mais vous voyez, on cherche, nous-mêmes, on n'est pas convaincus. Voilà. C'est pareil, pas complètement évident. Sur Jeanne d'Arc, il y a eu des interprétations mais pas comme en ça. version non binaire. Transgender Warriors. Oui, Transgender, oui. De Leslie Feinberg. Voilà. Transgender Warriors de Leslie Feinberg, c'est en partie sur Jeanne d'Arc. Et l'histoire de la chasteté, c'est Intercourse d'Andrea Dworkin, qui est un essai féministe important, classique des années 80 sur la sexualité, le refus de la sexualité, comme arme féminine. Encore une question. Est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, une référence peut-être d'une fiction où vous avez une figure féminine forte que vous avez trouvée intéressante de ce Moyen-Âge imaginaire, fantasy? Alors, très très récent, moi j'ai bien aimé, ce qui doit être sur la table là-bas, celle qui devint le soleil, donc qui se passe, donc qui est historique avec un peu de magie, qui se passe donc dans la Chine du XIVe siècle, au moment où la dynastie mongole des Yuan est en train
sombrer et va laisser place à celle des Ming. Et alors là, pour le coup, c'est une réflexion croisée sur la performance de genre et l'identité de genre, puisqu'il y a à la fois un personnage donc, qui continue à être identifié comme féminin, celle qui devient le soleil, hein, elle, constamment, qui a pris la place de son frère, qui se fait passer pour son frère et qui s'identifie à son frère parce qu'elle doit persuader les esprits qu'elle a le droit au destin de son frère. Donc voilà, elle est vraiment complètement habitée par ce personnage masculin. Mais elle reste, le travail sur son genre est très intéressant. Et en face d'elle, il y a un général eunuque, dont on sait qu'ils étaient utilisés effectivement par les Mongols, et qui est très beau, très féminin physiquement, mais alors qui, à l'opposé d'elle, est tout à fait décidé à s'opposer, enfin voilà, à être parfaitement conforme à des canons de virilité. Et la question de ce que ça leur permet, ce que leur fluidité ou pas de genre leur permet comme action et leur permet même comme mode de pensée. Comment ça transforme la manière dont ils peuvent voilà, penser le monde qui les entoure est très, très intéressant. C'est une diplomate qui a beaucoup travaillé sur la manière dont les personnes homosexuelles et LGBT, etc., étaient acceptées dans les pays asiatiques. Hein, elle-même asiatique qui a écrit ce roman, il est bien. Voilà. Ben voilà. Ouais, sinon. Non, pas plus. Enfin, moi j'aime bien Princesse Mononoke, mais c'est voilà, donc c'était histoire d'eux, mais Ouais, plusieurs femmes puissantes dans Princesse Mononoke. Absolument. Et bien, si on n'a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. De toute façon, vous pourrez poser des questions au moment de la dédicace. Merci, merci beaucoup d'être venu nous parler de